En terminale S, les échelles de gouvernement sont au programme. C'est une échelle de gouvernement qui est tombée à l'examen cette année. Gouverner la France depuis 1946, c'est une question à laquelle on ne consacre pas beaucoup de temps en classe, donc il fallait vraiment mobiliser les connaissances principales qu'on avait sur la question pour traiter ce sujet. Alors, la formulation du sujet est assez précise puisque depuis 1946, bon, on sait que c'est le début de la 4ème République, on sait aussi qu'il est quand même prudent de revenir en arrière et d'envisager les grandes réformes qui ont été décidées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, sur la succession des termes, État, gouvernement, administration, opinion publique, en aucun cas on ne vous demandait de détailler chacun de ces éléments, chacun de ces thèmes. C'était simplement pour rappeler quel est l'ensemble des choses qui peuvent être convoquées pour réfléchir à cette question. Sachant que l'opinion publique, bon, est un petit peu à la marge du travail sur le gouvernement de la France, sauf à se demander dans quelle mesure l'opinion publique, à travers les sondages, peut avoir un effet sur le gouvernement du pays. Alors, nous proposons un plan en 3 parties. On rappelle qu'en S, 3 paragraphes correctement argumentés et correctement construits suffisent pour faire un bon devoir. On n'a pas besoin d'une problématique très développée. Et évidemment, l'idée majeure, celle qui est expliquée dans l'introduction et qu'on va développer, c'est quel est le rôle de l'État en France. La France, qui est un pays qui a un rapport assez particulier à l'État, il y a une tradition d'État fort en France, donc il faut le rappeler, et donc voir comment le rôle de l'État a pu évoluer. Selon quels facteurs, l'évolution des circonstances internationales, par exemple, dans cette période quand même assez longue. Alors, dans une première partie, il faut vraiment poser les bases de ce qu'est cette France nouvelle de la 4ème République, dont on rappelle qu'elle prend ses origines à la Libération en 1944-1945, et même un peu plus avant, et c'était très bien de le rappeler, dans le programme du Conseil national de la résistance en 1943. Alors, quels sont les objectifs? Au-delà de la restauration de la démocratie et de la République, il s'agit de reconstruire une France qui a été endommagée par la guerre, mais d'en profiter pour la moderniser. Donc, l'objectif qui est notamment celui du général de Gaulle, qui n'est pas au pouvoir en 1946, mais qui a quand même préparé tout cela, c'est d'avoir une France plus forte, économiquement plus développée, plus moderne, mais, bon, ça, on va dire, tous les États se le disent en 1945, mais la particularité de la France, c'est que c'est à l'État que va revenir, en quelque sorte, la mission, en partenariat avec les entrepreneurs privés, de réaliser ces objectifs. Alors l'État se donne donc des moyens pour réussir cette entreprise. Ce sont des moyens au sens de la formation d'élites capables de diriger ce programme. Il faut vraisemblablement mentionner l'École nationale d'administration, l'ENA, qui est créée en 1945 à cet effet. Il faut mentionner le plan de 5 ans, qui est un plan indicatif, qui prévoit les grandes réalisations économiques que le pays doit effectuer. Il faut absolument mentionner les nationalisations, qui sont l'arme principale à la Libération, pour que l'État puisse piloter, en quelque sorte, le développement économique, la reconstruction et la modernisation du pays. On entre donc dans ce qu'on appelle une économie mixte, où l'État est entrepreneur, à part un peu égale avec les entrepreneurs privés. On pouvait évoquer d'autres mesures évidemment très importantes qui ont été prises à cette époque, notamment la création de la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale en 1946, qui fait sans doute partie du sujet. Alors, une fois que ces bases sont bien posées, qu'on a compris un peu cette personnalité de l'État en France après la guerre, on va essayer de montrer comment les choses évoluent sous la Ve République. Première évolution, nous changeons de régime en 1958. Les bases ont été posées au tout début de la 4ème République. En 1958, à la faveur du retour au pouvoir du général de Gaulle, on change de République, mais on constate que les fondamentaux restent les mêmes. Alors, ces institutions s'adaptent au programme de gouvernement de la France. Les changements de président n'affectent pas les tendances générales.
Et les institutions peuvent être également modifiées à la marge pour rendre le gouvernement de la France plus facile. On a des exemples qui sont un peu plus tardifs. On peut penser par exemple au quinquennat ou à la loi de parité, qui montrent que la Constitution est tout à fait amendable en France et qu'elle peut s'adapter aux circonstances. Un point qui paraît très important, qu'il fallait certainement mentionner et expliquer, parce que c'est une inflexion dans le gouvernement de la France, ce sont les lois de décentralisation de 1980-1982 qui transfèrent des compétences, des pouvoirs aux collectivités locales, aux régions, aux départements. Alors, il fallait montrer à ce moment-là que l'État central en France s'allégeait un petit peu, mais surtout que certains domaines de compétences n'étaient plus aujourd'hui la propriété de l'État. Pensons par exemple au transport. On peut rappeler du reste que ce sont des choses qui sont vues en classe de première en géographie et on pouvait utilement réexploiter ces connaissances de première. Néanmoins, malgré ces inflexions, malgré ces évolutions, le rôle directeur de l'État n'est, jusqu'au début des années 1980, pas remis en cause. On a toujours cet État pilote, qui, avec le plan, détermine les grandes orientations et qui est propriétaire en partie des moyens de production, puisque de grands pans de l'économie ont été nationalisés. Le deuxième temps de l'évolution, c'est de réfléchir à ce que signifie gouverner la France aujourd'hui. Parce que le contexte est changeant, la France n'est plus seule, elle est incluse dans la mondialisation, elle est incluse aussi dans l'Union européenne. Et un autre terme qu'il fallait sans doute expliquer, c'est ce terme de supranationalité qui suppose qu'un État va déléguer une partie de ses pouvoirs, une partie de sa souveraineté, à une organisation qui lui est supérieure. C'est le cas de l'Union européenne, et on avait un exemple inratable avec le passage à l'euro, par exemple, en 2002, où là, on a typiquement l'État qui abandonne une de ses missions principales, l'émission et le contrôle de la monnaie, au profit d'une instance supérieure. On pouvait encore élargir le débat en évoquant la place de la France dans la mondialisation, en rappelant qu'au plan politique, la France appartient à quantité d'organisations qui sont aussi des organisations supranationales. Au plan économique, il en est de même. L'appartenance de la France à l'Organisation mondiale du commerce suppose que la France n'est pas totalement maîtresse de ses décisions en matière d'échanges commerciaux. Donc la question qu'il faut se poser, c'est la petite réflexion à laquelle on vous invitait à la fin de ce travail, c'est de se demander quelle est la part qui reste aujourd'hui à l'État, à l'administration en France, qui semble avoir subi une cure d'amaigrissement quand même assez importante depuis l'après-guerre. La crise économique des années 70 est passée par là, elle a obligé à redéfinir le rôle de l'État. Est-ce qu'on a aujourd'hui un État qui aurait vocation à se recentrer sur ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, l'armée, la justice, la police, ou bien est-ce qu'on a un État qui essaye quand même encore de peser, malgré l'importance des acteurs qui nous environnent, sur la vie politique nationale. On pouvait conclure également en disant qu'il y avait quand même cette tradition d'État qui restait présente en France et que les Français, et c'est peut-être là qu'on pouvait caser l'opinion publique, aspirent quand même à une protection, aspire en France, de façon traditionnelle, peut-être par habitude, à l'existence d'un État fort.